Bienvenue sur Bulle de Bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Je suis Raphaëlle de Foucault, chercheuse inconditionnelle de Bulle de Bonheur. Ce podcast est propulsé par 2 minutes de bonheur et publié tous les jeudis. Aujourd'hui, au cours de notre épisode 251, nous allons vous partager comment nos croyances positives façonnent nos vies, comment elles influencent nos comportements et transforment notre réalité. Alors, prêt à ouvrir la porte à de nouvelles possibilités ? C'est parti ! Cependant, juste avant, je voudrais dire merci à Auguste pour son témoignage. Il nous dit « Notre quotidien était envahi par la routine. La tendresse avait quitté notre vie. Nous avons pris l'habitude de piocher une carte de 2 minutes de bonheur en couple chaque soir et les résultats sont incroyables. Une nouvelle complicité s'est installée. Et nous sommes très heureux. Merci. Et vous qui êtes en couple, si vous n'avez pas encore votre jeu de 2 minutes de bonheur en couple, qu'attendez-vous ? Rendez-vous sur notre site 2minutesdebonheur.com. Jingle, ça me chicote, musique. Oh là là, mais qu'est-ce que ça me chicote ? Mon amie me fatigue. Voilà des années qu'elle repousse de s'inscrire au concours de l'agrégation, au prétexte qu'elle écoutait, de toute façon, elle n'y arrivera jamais. Et pourtant, elle en rêve. C'est pareil pour mon fils, qui a refusé de rejoindre l'équipe de football de son école, de peur de ne pas être assez bon et d'être la risée de la classe. Je vois bien qu'il les regarde avec envie depuis les gradins le long du terrain. Et en même temps, qui suis-je pour faire des leçons, quand moi-même, je n'ose pas présenter ma candidature pour la promo naturelle après mon poste actuel, au titre que je ne suis pas 100% sûre de cocher toutes les cases, voire même d'en être capable. Alors que mon collègue, qui n'a aucune connaissance technique dans mon domaine, ne cache pas qu'il a présenté sa candidature. Il n'a même pas peur du qu'en dira-t-on s'il n'est pas retenu. Et là, ça me chicote. Pourquoi nous sabotons-nous alors que d'autres semblent se faire pousser des ailes ? Puis-je créer les conditions de mon propre succès ? Qu'est-ce donc qu'une croyance ? Rien à voir avec la religion ou la spiritualité. Les croyances sont des pensées ancrées dans notre psychisme et qui se manifestent de façon automatique. La plupart du temps, ces croyances sont inconscientes. Ce sont des pensées héritées de notre histoire personnelle. C'est par exemple se croire incapable de faire quelque chose comme prendre la parole en public alors que nous n'avons jamais essayé. Ou à l'inverse, c'est être persuadé que nous sommes capables de relever n'importe quel nouveau défi sportif. Avec ces 2 exemples, vous sentez bien l'effet. Les croyances positives agissent comme un booster qui nous aide à nous dépasser, tandis que les croyances plus négatives, qui sont souvent qualifiées de limitantes, peuvent créer des freins artificiels à notre prise d'initiative et aussi, ça vient réduire notre niveau de bien-être. D'où viennent-elles ces croyances ? Très souvent, elles prennent leur source dans notre sécurité affective que nous retirons de notre enfance. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, vous pouvez aller réécouter notre épisode 153, « Je suis sécure affectivement ». C'est aussi la façon dont nous nous sommes sentis autonomisés. Ça peut être aussi l'attention et l'amour que nous avons reçus si nous avons été valorisés quand nous étions enfants. Nos croyances viennent aussi de nos expériences. Par nos échecs, nos rejets, nos traumatismes, ça va plutôt créer des croyances limitantes ou négatives. Par contre, nos succès, nos réussites vont générer des croyances positives. Ce qui m'a par exemple beaucoup frappé, c'est quand j'ai vécu au Québec. J'ai observé combien les enfants sont poussés très tôt à devenir autonomes et à prendre des initiatives. Ils sont biberonnés à la formule « tu es capable ». C'est ça qui va les aider à explorer, à sortir de leur zone de confort, à prendre des risques de plus en plus grands et sans résistance. À l'inverse, une éducation peut-être plus conservatrice dans laquelle l'adulte fait à la place de l'enfant risque de laisser progressivement l'enfant penser qu'il ne peut rien faire tout seul, qu'il dépend de l'adulte. Voilà un bon frein à l'autonomie. Quels sont l'impact des croyances sur nos comportements ? À travers le prisme des croyances se façonne notre rapport à la réalité, ce qui influence nos comportements. Les croyances positives sont un tremplin, tandis que les négatifs génèrent de l'inertie. Prenez l'exemple du premier rendez-vous avec quelqu'un qui vous plaît vraiment, avoir une date. Si vous y allez avec peu d'espoir que cette rencontre mène à une relation,
il y a des chances que votre pessimisme vous pousse alors à être sur la réserve, à être moins engagé dans la conversation, comme pour vous protéger de la déception que vous anticipez, et donc vous vous engagez moins. Tandis que si vous y rendez conquérant et optimiste, votre attitude et votre date s'en ressortira avec plus de chances de succès. C'est ce qui est théorisé sous le nom de prophétie autoréalisatrice. En gros, plus nous craignons le pire, plus il arrive, alors que plus nous adoptons des croyances positives, meilleures sont nos chances que les choses se concrétisent fidèlement à nos attentes. La prophétie autoréalisatrice ou l'effet Pygmalion date de 1968 sous l'intuition du psychologue américain Robert Rosenthal. Ce dernier a mené une étude sur une école dans un quartier défavorisé. Prétendant avoir évalué les capacités de tous les élèves, il identifia 20% d'entre eux comme ayant un potentiel particulièrement exceptionnel, sans avoir mené aucune réelle évaluation. Surprise à la fin de l'année scolaire, ce sont ces 20% d'étudiants qui obtinrent les meilleurs résultats. Que s'est-il passé? Lorsque les étudiants ont été identifiés comme particulièrement doués, 1. Leurs professeurs ont fait plus attention à eux. Ils ont exprimé des attentes plus élevées. Ils les ont poussés à se dépasser, leur ont proposé des exercices plus difficiles, leur permettant de développer leurs capacités plus rapidement. 2. Il en va de même pour leurs parents. Lorsque vous savez que votre enfant a du potentiel, vous le soutenez davantage dans son apprentissage. 3. Enfin, évidemment, les élèves à qui le psychologue a donné davantage confiance en eux y croient davantage et sont plus motivés pour faire les efforts qui leur permettent de progresser. Dans nos épisodes 125, j'entretiens ma motivation et le 221 sur la théorie de l'autodétermination, on explore ce thème très riche de la motivation. C'est intéressant, n'est-ce pas? Cette expérience nous parle du pouvoir de nos croyances sur nos succès ou nos échecs. Nos croyances influencent nos comportements de telle façon que ces derniers viennent les confirmer. Évidemment, attention au risque de la pensée magique. Ce n'est pas parce que je crois dur comme fer que Hugh Grant est mon âme sœur qu'il va tout plaquer pour venir vivre avec moi. Effectivement, atteindre ses objectifs, progresser tient aussi à notre optimisme, à notre tendance à y croire ou non. C'est un peu le principe de la méthode Coué, dont je vous ai déjà parlé dans notre épisode 133. Je teste la méthode Coué. Et au cours de notre interview 66 avec Luc Tessier-Dorfeuille, qui est vraiment le grand spécialiste de la méthode Coué, et qui vient de sortir un super livre que je vous recommande, qui s'intitule « Je fais de mieux en mieux avec la méthode Coué ». En résumé, cette approche a trouvé son efficacité dans le traitement des maladies, notamment, car elle repose sur 2 idées. La première, une pensée peut devenir une réalité, encore une fois, dans la mesure où elle reste raisonnable. Je vous renvoie à mon exemple de Hugh Grant. Notre imagination a un pouvoir, celui de nous faire agir. En gros, nous posons des actes par choix, donc par exercice de notre volonté et de notre libre arbitre, aussi parce que nous y croyons. Allons faire un tour auprès du cerveau et sur la neuroplasticité. L'imagination nous sort du réel et nous aide à envisager d'autres possibles en positif comme en négatif. En nous disciplinant à revenir aux issues positives d'une maladie par exemple, nous formons notre subconscient à ancrer cela dans notre cerveau. Alors comment? Parce que notre cerveau conserve toute sa vie une capacité d'apprentissage. Tout au long de notre existence, le cerveau maintient sa capacité à créer ou faire grandir de nouveaux circuits neuronaux. C'est bien ça, la neuroplasticité. On en a parlé dans l'épisode 128 sur les mécanismes primaires du cerveau. Plus nous répétons des pensées positives, plus les circuits neuronaux qui y sont associés se renforcent. Ainsi, ces circuits s'activent plus rapidement et plus facilement, plus ils sont sollicités. À l'inverse, plus j'entretiens mon pessimisme avec des pensées négatives et de sabotage, plus je risque de rester dans cet état d'esprit. C'est une super bonne nouvelle, car la neuroplasticité vient confirmer que j'ai une forme de contrôle sur mon bien-être. Par le biais de mes pensées, au travers de ma capacité à tourner le regard vers des choses positives,
à croire que le meilleur est à venir, je peux entraîner mon cerveau à adopter des réflexes positifs. Évidemment, c'est un cercle vertueux, car, comme dans le sport, plus mon cerveau est entraîné, plus il va devenir facile de repérer le positif et de rester optimiste. C'est ce que nous enseigne la méthode Coué. Plus nous croyons que quelque chose de bien est à venir, plus nous l'imaginons, plus nous influençons notre propre comportement dans ce sens et plus nous multiplions nos chances de voir l'issue positive se réaliser. Allez, je change de regard. Pourquoi cultiver des croyances positives ? J'ai envie de vous parler aujourd'hui d'une chercheuse, une psychologue américaine que vous connaissez déjà, qui s'appelle Barbara Fredrickson, et sa théorie Broaden and Build, élargir et construire. Ces recherches, plutôt récentes puisqu'elles datent des années 2010, ont permis de démontrer que les croyances positives et les émotions positives qu'elles génèrent ont le pouvoir d'élargir notre répertoire de pensée. J'en parle pas mal dans l'épisode 235 sur le pouvoir des émotions positives. Mais là, aujourd'hui, je voudrais revenir sur les travaux de Barbara Fredrickson et regarder comment elle classe les émotions positives. Alors, pour elle, les émotions positives s'inscrivent dans le temps. Il y a les émotions du passé, comme l'accomplissement, la fierté, la satisfaction, la sérénité, la gratitude. Toutes ces émotions sont issues d'expériences positives passées sur lesquelles nous bâtissons nos croyances et nos actes futurs. Par exemple, je suis fière d'avoir construit et maintenu une communication transparente avec mon équipe, ce qui nous permet de réussir à traverser certaines tempêtes. Aujourd'hui, je sais que d'autres difficultés se présenteront. Je ne le souhaite pas, évidemment. Cependant, je les redoute moins, car je me sens prête à les accueillir, car je sais comment je pourrais faire. C'est ça, se construire des croyances positives. Les émotions du présent, comme la joie, le plaisir, l'intérêt, la curiosité, le calme, le divertissement, l'amour ou encore l'inspiration et l'émerveillement. Ce sont autant d'expériences positives présentes qui renforcent ma motivation, mon envie d'agir. Par exemple, mon fils se passionne pour l'astronomie. C'est sa curiosité qui le pousse à lire et à étudier pour en apprendre davantage sur ce sujet. C'est cette même curiosité qui me pousse à regarder, à comprendre, à faire ce podcast parce que j'y prends énormément de plaisir. Et enfin, troisièmement, les émotions du futur. Ce sont aussi de belles émotions comme l'espérance, la confiance ou l'optimisme. C'est parce que je crois en ma capacité et à celle de mon équipe à livrer un projet compliqué et nouveau que je maintiens le cap et que nous progressons en équipe collectivement. Selon les recherches de Barbara Fredrickson, ces émotions positives ouvrent notre esprit. Le champ de nos perceptions et de nos actions devient plus vaste. Nous sommes capables de faire preuve de plus de flexibilité dans des conditions plus difficiles. Par exemple, si nous rencontrons un échec, avoir un réservoir de croyances positives va nous aider à aller creuser les raisons de notre échec, à les accepter et à explorer les possibilités pour rebondir. À l'inverse, lorsque nous restons dominés par le ressenti négatif, nous nous sentons comme bloqués par la tristesse, la culpabilité et le ressentiment. Ça nous empêche de croire que nous pourrons mieux faire la prochaine fois et donc d'envisager comment mieux faire. Avec cet exemple, nous visualisons comment les émotions et les croyances négatives semblent faire un écran, un bouclier autour de nous qui nous enferme alors que le positif nous ouvre sur l'avenir. En ouvrant des possibilités plus larges, les croyances et les émotions positives nous permettent de développer notre créativité, notre désir d'essayer, d'expérimenter et de sortir de notre zone de confort. Vous pouvez aussi réécouter notre épisode 57, je sors de ma zone de confort. En faisant de nouvelles expériences, nous pouvons acquérir de nouvelles compétences, de nouveaux savoir-faire qui contribuent à améliorer notre confiance en nous et notre estime de nous-mêmes. La chercheuse démontre notamment combien les émotions positives qui accompagnent le jeu, comme le plaisir, la satisfaction ou encore la connexion aux autres, permet aux enfants de se développer. Je ne peux pas dire ça sans penser au jeu 2 minutes de bonheur que j'ai développé. Voilà donc le premier bienfait de la théorie de Barbara Fredrickson, broaden ou élargir. Le deuxième bienfait, build ou construire.
Sur la base des émotions ou des croyances positives, nous considérons et nous abordons de nouvelles choses, de nouveaux défis, de nouveaux risques qui nous permettent d'acquérir de nouvelles compétences et de nouvelles ressources. Celles-ci vont aussi nous servir pour naviguer dans des phases plus compliquées, pour accueillir l'inattendu et développer notre flexibilité et notre résilience. Dans des contextes plus difficiles, nous serons mieux armés. Par exemple, je pense à un accompagnement que j'ai pu faire, le cas d'une femme qui vivait une profonde remise en cause de son mariage. Je l'ai accompagnée pour qu'elle puisse déconstruire ses croyances négatives sur le rôle du mari et de l'épouse, ainsi que le poids qu'elle faisait porter à son mari, qu'elle tenait pour partiellement responsable de son bonheur à elle. En retirant ses lunettes, cette femme a pu regarder les choses de façon beaucoup plus positive et faire un pas de côté en considérant d'autres façons d'envisager certaines situations qui l'irritaient auparavant. Aujourd'hui, cette femme reconnaît que les moments plus délicats n'ont pas disparu, cependant, elle se sent beaucoup plus apaisée, plus sereine et capable d'y faire face. Ça lui retire aussi beaucoup de stress et d'angoisse. Elle se sent mieux équipée pour traverser les conflits et les tensions dans son couple. Enfin, j'ai envie d'aborder d'autres bienfaits plus rapidement. D'abord, les émotions positives ont le pouvoir d'améliorer notre attention. Ça nous aide aussi à envisager les choses de façon plus holistique, la big picture. En prenant de la distance par rapport aux détails, nous sommes donc davantage capables d'aborder des sujets ou des problèmes plus complexes. Ces croyances positives nous aident aussi à combattre le stress et l'angoisse. Dans les mêmes conditions de vie, deux personnes réagiront différemment, dépendamment de leur capacité à consolider les émotions et les croyances positives. Et pour finir, comme nous l'avons déjà abordé dans de multiples épisodes de ce podcast, nous savons combien le bien-être mental influence le bien-être physique. Il permet la régulation de notre système biologique et réduit le risque de troubles chroniques. Développer des croyances, c'est donc bon pour la santé. Alors, ne nous en privons pas. Alors maintenant que vous êtes convaincu du pouvoir des croyances positives, vous vous demandez sûrement comment les développer. Première piste. D'abord, identifiez et observez vos croyances limitantes. Que vous empêchent-elles d'accomplir ? Par exemple, je suis tétanisée à l'idée de me baigner dans une eau froide. Et pourtant, j'ai envie d'y aller parce que plus j'attends, plus je me dis que moi je me baignerai. Et ça, j'en ai pas envie parce que j'ai envie d'en profiter avec ma famille et tous ceux qui sont autour de moi. Alors, si je fais appel à mon côté rationnel, je me demande ce qui soutient vraiment cette croyance. Est-ce que vraiment c'est impossible de se baigner dans une eau froide ? En fait, non. Parce que il y en a plein, je les vois au bord de la mer toute l'année, ils se baignent et ils n'ont pas l'air d'avoir froid. Alors je peux du coup utiliser le pouvoir de l'imagination, comme dans la méthode Coué. J'exploite le biais de mon cerveau. Et je me projette dans ces personnes qui est passée au-delà de cette croyance que l'eau froide, c'est vraiment affreux. Alors est-ce que je me fais envie quand je me vois comme ça, dépasser cette croyance ? Et oui, je me vois plus tonique, plus audacieuse et mieux dans mes baskets parce que je pourrais aller me baigner quand je voudrais. Quel plaisir je pourrais en retirer ? Dans mon cas, ça serait de la fierté, de la joie d'avoir dépassé ma peur de me baigner dans une eau froide. Alors du coup, quand je suis à la plage devant cette eau qui me semble beaucoup trop froide pour moi, je me répète cet exercice souvent. Je me conditionne et je conditionne mon cerveau à ancrer cette croyance que je suis capable de me baigner dans n'importe quelle température d'eau. En y ajoutant l'émotion positive, c'est-à-dire que je me sentirai bien, que je serai fière et contente, mon cerveau va de plus en plus rapidement associer l'acte au ressenti qu'il génère. Et je vais rapidement constater combien ça va être plus facile pour moi de me baigner. À vous de jouer maintenant. Et gardez bien en tête que la pratique et la persévérance sont indispensables pour faire émerger de nouvelles croyances positives. N'hésitez pas à vous appuyer sur les autres, sur vos proches, sur vos amis et parfois même sur des personnes extérieures ou des mentors pour élargir le champ des possibles, explorer et construire. En bonus, je vous recommande de réécouter nos épisodes 87 J'ose et 150 J'agis avec audace
pour comprendre ce qu'apporte le fait d'essayer de nouvelles choses. Alors à vous de jouer. Et hop, je me lance. En bref, si je résume, les croyances positives, 1. Élargissent le champ de nos pensées et des possibles. 2. Permettent de bâtir de nouvelles ressources. Et 3. S'ancrent dans le cerveau en utilisant le pouvoir de l'imagination. À vous de jouer, chers auditeurs. Cette semaine, la carte de 2 minutes de bonheur vous propose d'imaginer faire quelque chose dont vous ne vous croyez pas capable. Pas besoin de sauter à l'élastique. Une nouvelle recette, prendre la parole dans cette réunion qui vous fait si peur, ou simplement essayer quelque chose de nouveau. Imaginez comment vous vous sentirez après l'avoir fait et répétez l'exercice jusqu'à vous lancer. La petite mousse de la semaine est un proverbe indien. Si tu vois tout en gris, déplace l'éléphant. Avec Bulle de Bonheur, prenez le temps d'être heureux. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, dites-le nous avec 5 étoiles. Laissez vos commentaires et envoyez des bulles de bonheur à vos amis et partagez ce podcast. Inscrivez-vous à la newsletter en allant sur notre site 2 minutes de bonheur pour être notifié des prochains épisodes. C'est aussi très facile de nous trouver sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Il suffit de chercher 2 minutes de bonheur. Bulle de bonheur est propulsée par 2 minutes de bonheur, des outils pour créer du lien et prendre le temps d'être heureux.